Madame, Monsieur, bonsoir. Le groupe Bank of Africa vient de débloquer en faveur de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO une ligne de crédit de 40 milliards de francs CFA, soit 61 millions d'euros plutôt. Objectif, soutenir le secteur privé dans les 15 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, notamment dans des domaines tels que le commerce ou encore l'industrie. On en parle en détail ce soir en compagnie de Abdelrazak Zebdani, directeur général adjoint du groupe Bank of Africa, et Mabouba Diagne, vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BDC. Il sera aussi question de climat dans l'émission de ce soir. La conférence des Nations Unies sur le climat de Glasgow, la COP26, s'est achevée samedi 13 novembre avec l'adoption d'un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, mais sans vraiment garantir de tenir l'objectif de le contenir à 1,5 degré, ni non plus de répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Que retenir donc de cette COP26? Et si les questions énergétiques sont mieux traitées par la COP, ce n'est pas le cas pour les enjeux agricoles. L'envolée des prix des matières agricoles de base rappelle pourtant la vulnérabilité de l'agriculture face au réchauffement climatique. Je reçois ce soir Saïd Chakeli, expert en environnement, et Hassan Chouaouta, président de l'Association marocaine des experts en gestion des déchets en environnement. Nous discuterons également de cette récente distinction du Maroc dans le Climate Change Performance Index, ou indice de performance du changement climatique. Selon le nouveau rapport publié en marge de la COP, le Maroc fait partie des pays leaders en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en figurant dans le top 10 sur les 68 pays étudiés. Mais avant, financement de la croissance économique inclusive dans l'espace de la CEDEAO. J'accueille à présent par Zoom depuis Dakar Abdelrazak Zebdani, directeur général adjoint du groupe Bank of Africa, et par téléphone depuis Lomé, Mabouba Diagne, vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci. Alors, Abdelrazak Zebdani, donc le groupe Bank of Africa est implanté dans beaucoup de pays africains, 18 au total. Quel est le rôle que joue le groupe dans le développement socio-économique de ces pays? Merci pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Midi 1 TV. Donc, comme vous le savez, en tant que groupe panafricain présent dans 18 pays, en tant que banque dans chaque pays, nous avons un rôle important dans le système économique national. Nous collectons et nous gérons une partie de l'épargne nationale et nous finançons tous les acteurs de l'économie. Financement des citoyens à travers l'équipement et le logement, le financement des entreprises, quelle que soit la taille, corporate, grande ou surtout la petite et moyenne entreprise. Et en dernier lieu, le financement de l'État, aussi bien lors des émissions de titres de placement que pour les projets d'infrastructure, sans oublier le financement de tous les démembrements de l'État. Nous essayons donc d'apporter les meilleures solutions aux différents besoins exprimés par tous les acteurs économiques, en utilisant aussi bien la force de frappe des différentes filiales, mais aussi celle de la maison mère, donc Bank of Africa, groupe BMCE, et ses filiales présentes en Europe et en Asie. Très bien. Alors, je vais peut-être poser la même question à Mabouba Diagne, vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BDC. Bon, on vient de m'informer qu'il n'est pas connecté, donc je reste avec vous, Abdelrazak Zebdani. Donc avec ce financement justement en faveur de la BDC, quels sont les domaines d'intervention et quels sont les secteurs ciblés à travers cette ligne de crédit qui a été débloquée en faveur de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO? Ce partenariat entre dans le cadre de mettre à la disposition de la BDCI donc les moyens financiers pour financer aussi bien les États qu'à travers des projets d'infrastructure que le secteur privé dans le cadre de la relance après cette pandémie Covid-19. Et si vous nous citiez quelques exemples de financement d'infrastructures, de projets structurants où justement le groupe s'est engagé sur le continent africain, M. Zebdani. Alors, comme vous devez le savoir, en absence de grands champions privés dans la plupart de nos pays, l'État demeure la principale locomotive d'investissement. Ceci s'explique aussi par le besoin important de nos pays
en infrastructure, que ce soit le transport, l'énergie, l'eau, la santé, etc., etc. La dynamique créée avec ces investissements a des effets bénéfiques sur l'ensemble des acteurs, notamment parce qu'il y a création d'écosystèmes avec l'intervention d'un certain nombre de PME que nous essayons également de financer et avec la création de milliers d'emplois. Donc, nous participons au financement de certains projets, soit en direct, soit en partenariat avec des institutions multilatérales comme la BIDC, la BOAD. Donc, nous avons financé des routes, des aéroports, des hôpitaux, des stations d'assainissement, des centrales électriques pour la production d'électricité, etc., etc. Les exemples sont multiples à ce niveau-là. Et qu'en est-il, parce que vous l'évoquiez il y a quelques instants, sur la lutte contre la pandémie, donc cette crise sanitaire, quelle a été la stratégie de Bank of Africa dans ce sens, dans les pays où le groupe est implanté, les pays africains naturellement? Oui, effectivement, cette pandémie nous est tombée sur la tête subitement, donc mars-avril 2021. On avait d'énormes craintes sur ses conséquences, sur aussi bien le volet social que le volet économique. Donc, on a essayé de réagir rapidement et nous nous sommes organisés pour y faire face. Je peux résumer cette réaction en 4 points. D'abord, il fallait déclencher des plans de continuité d'activité dans tous nos filiales, car nous avons l'obligation d'assurer la continuité de service dans les pays et quelles que soient les mesures prises par les autorités. Donc, à part quelques rares exceptions, toutes nos agences sont restées ouvertes au public. Bien évidemment, des mesures ont été prises pour que cette continuité se passe dans les meilleures conditions, aussi bien pour les clients que pour nos collègues, avec les utilisations de masques, gel, distanciation sociale, etc. Deuxièmement, il fallait se mobiliser pour mettre en place rapidement les mesures d'accompagnement de nos clients impactés par la crise. Il y avait des mesures recommandées par les différents régulateurs, par les banques centrales, mais d'autres mesures aussi propres à notre groupe. Il fallait donc absolument apporter en quelque sorte de l'oxygène à l'ensemble de nos clients pour leur permettre de traverser cette zone de turbulence. Troisième volet qui était aussi important, c'est encourager au maximum la digitalisation, aussi bien en interne que vers nos clients. Pour les clients, on a mis en valeur nos systèmes monétiques, nos plateformes mobiles Internet pour qu'ils puissent effectuer le maximum d'opérations sans déplacement. Et en interne aussi, on s'est organisé avec une nouvelle organisation de travail qui a été mise en place avec des rotations et le recours au travail à distance. Et enfin, en tant qu'opérateur économique important, nous nous sommes mobilisés aussi, banques et fondations, pour essayer d'apporter une petite contribution aux populations impactées par les effets de la pandémie. L'enveloppe qui a été débloquée est d'environ à peu près 1,5 million d'euros. Et cette crise, bien évidemment, a perturbé notre stratégie, nos plans d'action, surtout que parmi nos axes stratégiques importants, c'est le développement des financements de la PME. Donc, on a pu freiner cet élan et nous étions obligés d'apporter plutôt une approche, je dirais, sectorielle. Maintenant, pour, la relance, les principaux défis, c'est aujourd'hui, c'est de continuer à apporter le soutien nécessaire à nos clients qui ne sont pas encore sortis de la zone de turbulence. Plusieurs acteurs, malheureusement, souffrent encore. Deuxièmement, je peux dire poursuivre le développement du marché de la PME, parce que ça, c'est la colonne vertébrale de nos économies, mais toujours avec une approche, sectorielle. Accélérer la digitalisation, la dynamique de la digitalisation. Et enfin, le commerce international, parce que la synergie groupe qui concerne ce volet, ce commerce extérieur, pour profiter de la présence du groupe dans plusieurs pays, voire dans plusieurs continents, à travers notamment Shanghai, Dubaï, Madrid, Paris et Londres. Voilà pour... Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que justement l'accélération de la digitalisation à cause ou grâce d'ailleurs à cette crise sanitaire, est-ce qu'elle a permis, parce qu'on connaît l'un des plus grands challenges, soit-il en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de manière générale, c'est l'inclusion financière. Comment le groupe Bank of Africa travaille sur cet aspect d'inclusion financière via le digital à travers sa présence importante dans beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Ouest? Oui, effectivement, depuis l'entrée dans le capital de Bank of Africa du groupe BMCE, on a voulu participer d'une façon,
assez dynamique au développement de la bancarisation. Et c'est pour ça que notre réseau entre 2008 et aujourd'hui, il a connu une expansion extraordinaire et avec un développement notable de notre portefeuille, donc de la bancarisation. Mais ce développement a ses limites parce que les agences aujourd'hui coûtent cher, parce qu'il y a des problèmes pour aller dans certaines localités. Et c'est là où la digitalisation, justement, excusez-moi l'expression, tombe à pic. Et nous avons déjà depuis plusieurs années mis à la disposition de notre clientèle une plateforme aussi bien monétique que Internet et mobile. Mais cette crise, si on peut citer quelques effets, je dirais, bénéfiques, avec les restrictions de déplacement, avec les confinements, etc., ça a permis à pas mal de clients de découvrir ces outils qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir rester en contact avec la banque, se renseigner sur le solde, effectuer des virements, des transferts, bref, véritablement être dans l'inclusion financière, je dirais, sans trop de difficultés. Très bien. Et si on parlait justement aussi de votre implication en tant que groupe aux côtés de partenaires. Donc on a parlé bien sûr de ce prêt en faveur de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, dont le vice-président malheureusement peine à se connecter, donc on essaye toujours de le joindre. Et moi, on parle d'abord d'apport pour le secteur privé, mais il y a aussi ce rapport entre le groupe Bank of Africa et les banques centrales des pays où vous êtes implanté. Comment décririez-vous cette relation et ces échanges avec les différentes banques centrales? Je rappelle que les banques centrales sont nos autorités de tutelle. Donc, elles édictent un certain nombre de règles que nous devons respecter. Donc, nous sommes dans le respect total de cette réglementation là où nous sommes. Et effectivement, il y a des échanges, il y a des participations dans toutes les actions qui sont recommandées ou imposées par ces banques centrales. Je dirais que ce sont les gendarmes du marché. Absolument. Et nous tenons à être véritablement respectueux de toutes les règles et les lois édictées par ces banques centrales. Est-ce qu'on peut parler de modèle de réussite? Est-ce qu'on peut parler du partenariat public-privé, puisque vous avez donc financé cette ligne de crédit en faveur de la BDC? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un modèle de réussite de partenariat public-privé en Afrique de l'Ouest? Oui, je pense, oui, bien sûr. Tous les projets d'infrastructure aujourd'hui lancés par tous les États font l'objet de financement dans le cadre toujours de partenariats public-privé. Donc, il y a des banques privées, il y a des institutions, je dirais, multilatérales telles que la BIDC, telles que la BOAD aujourd'hui, et le secteur bancaire privé essaie toujours d'apporter une contribution avec ces institutions multilatérales pour le financement de ces projets qui sont aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je rappelle que l'État est la principale locomotive d'investissement dans ces pays. Et avec tous les effets bénéfiques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je pense que le secteur bancaire privé a son rôle à jouer là-dedans, à côté, bien sûr, dans le cadre de partenariats public-privé, à côté des institutions multilatérales avec qui nous avons d'excellentes relations. Quand on parle d'accompagnement du secteur privé, est-ce qu'il s'agit ici que d'accompagnement financier? Pour le moment, oui. Oui, effectivement. Comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Mais effectivement, nous essayons aussi, à travers l'expérience que nous avons développée sur d'autres cieux, d'essayer d'apporter un conseil parce que généralement, des fois, le promoteur il a un besoin, il demande quelque chose qui n'est pas véritablement la vraie réponse à son besoin. Donc nous, en tant que banquiers, c'est vrai, nous sommes bailleurs de fonds, mais nous avons aussi ce rôle de conseil qui est important.
Très bien. Malheureusement, Mabouba Diane, vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, n'a pas pu se connecter avec nous ce soir. En tout cas, Abdelrazak Zebdani, directeur général adjoint du groupe Bank of Africa, je vous réitère mes remerciements. Merci d'avoir répondu aux questions de Médian TV ce soir. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Voilà, passons à présent à la seconde partie de questions d'actu. Et à Glasgow, en Écosse, la COP 26 a donc fermé ses portes. La conférence a connu une influence record, mais le succès d'une COP ne se mesure ni au nombre de ses participants, bien sûr, ni à celui des déclarations produites. Il se juge justement à sa capacité d'accélérer cette action climatique sur le terrain. Et en la matière, que peut-on réellement retenir de cette 26e édition? Pour en parler avec moi, Saïd Chakri, expert en environnement, et Hassan Chouaouta, président de l'Association marocaine des experts en gestion des déchets et en environnement. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan mitigé selon vous de cette COP26? Hassan Chouaouta. Bonjour, effectivement, donc c'était attendu en quelque sorte. Moi j'avais fait une déclaration il y a 2 semaines, comme quoi malheureusement les éléments ou les conditions aujourd'hui ne sont pas favorables ou très favorables pour un engagement aussi solidaire de la communauté internationale en faveur du climat. Et on s'attendait à ce que la Chine et l'Inde usent de leur poids pour pouvoir essayer d'influencer toutes ces décisions. Effectivement, donc d'une manière globale, le bilan est mitigé en deçà de gérer des attentes, notamment des acteurs et des défenseurs du climat d'une manière générale. Justement, défenseur de climat et expert en environnement, Saïd Chakri, vous rentrez de Glasgow. Êtes-vous déçu de votre participation, Saïd Chakri, de votre participation à cette COP 26? Bonjour tout le monde. Sincèrement, on ne peut pas être déçu parce que déjà, il y a des points très forts qui ont été présents lors de la COP 26, notamment, si vous voulez, la présence de certains, si vous voulez, participants de grande valeur, notamment les chefs d'État, notamment aussi si vous voulez, une foule variée avec la présence surtout aussi bien des acteurs étatiques, mais aussi ce qui était très important dans cette COP, c'est la présence de la société civile, des peuples autochtones, mais en plus, c'était les jeunes qui ont fait vraiment meubler cette COP 26. J'étais déçu dans la mesure qu'on attendait beaucoup d'ambition, on attendait beaucoup de résultats palpables, résultats concrets sur le terrain. On a entendu des discours, mais je pense, à mon avis, tel système de négociation ne peut donner que de tels résultats. Et on l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'un système avec généralement un consensus, un système avec des négociations qui nécessitent énormément de temps pour leur mise, si vous voulez, en œuvre. Mais en général, il y avait des choses qui étaient positives quand même lors de cette COP. Bon, alors, il y a des choses positives, mais en ce qui concerne les financements internationaux auxquels se sont engagés les pays développés, donc les 100 milliards de dollars par an, les fameux 100 milliards de dollars par an, sont toujours déficitaires. Les mécanismes de marché, donc ça a été prévu dans le cadre de l'accord de Paris. Est-ce que, Hassan Chouaouta, est-ce que les pays du Sud pourraient avoir un recours dans le cas où ces engagements dans le cadre de l'accord de Paris ne sont pas respectés? En d'autres termes, quand je parle de recours, est-ce qu'il y a un tribunal, par exemple international, qui pourrait imposer aux pays du Nord soit de polluer moins ou d'aider les pays du Sud à financer des programmes pouvant les aider à contrecarrer les effets du réchauffement climatique? Alors malheureusement, non, parce que déjà, on est dans le multilatéralisme. Et quand on est dans le multilatéralisme, c'est beaucoup plus des négociations, des compromis. On est dans le compromis. D'ailleurs, on avait regardé la déclaration dans sa première version. Donc il a été revu la veille
suite aux pressions de la Chine et de l'Inde. Parce que rappelez-vous qu'aujourd'hui, la Chine et l'Inde, même les États-Unis, ne sont pas disposés à faire des sacrifices au détriment de leur économie. Tous les pays aujourd'hui sont en train de faire des reprises et des mesures de reprise à la suite de la crise de la pandémie. Pratiquement tous les pays ont été touchés, impactés. Les pays pauvres ou les pays, je dirais, annexes, ils s'attendaient à avoir plus d'engagement pour les 100 milliards de dollars. Donc on est loin, d'autant plus qu'une bonne partie de ces dons vont être sous forme de crédit ou de ligne de crédit. Donc cela veut dire que les pays, notamment qui contestent pour la mise en œuvre de leur NDC sur des financements, ne peuvent pas davantage s'endetter pour pouvoir honorer leur engagement. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que effectivement les pays qui ont déposé leur NDC ont des ambitions de réduction de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon de 2030? Ces objectifs n'ont pas été en quelque sorte très ambitieux. C'est-à-dire on a levé en quelque sorte la barre très haute pour pouvoir essayer de faire signe d'engagement. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il va falloir revoir ces engagements. Il va falloir être plus réaliste. Donc on est tous défenseurs du climat et de l'environnement, mais il va falloir beaucoup plus avoir un regard plus réaliste par rapport aux objectifs. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être un des points les plus saillants, gérés par rapport à la COP26, c'est cette intégration de faire plus d'efforts par rapport aux énergies fossiles, notamment le charbon. Mais aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays qui ne peuvent pas se dépasser, je dirais, de ces énergies, notamment, si je prends même le cas du Maroc. Le Maroc aujourd'hui, par rapport à la production de son énergie, c'est pratiquement 40%, entre 38 et 40%, c'est du charbon. Et donc, si vous nous dites aujourd'hui qu'il va falloir faire d'efforts pour pouvoir réduire l'importation de charbon et la consommation de charbon, c'est pas très fiable sur le plan économique. Pareil pour les pays producteurs de pétrole, notamment les pays des Golfe. Et donc là, aujourd'hui, on est plus dans des compromis. C'est vrai que ça va encore prendre plus de temps, mais plus on prend du temps, plus on est dans la négociation, sachant que la négociation, il a démarré depuis 2007, depuis le protocole de 97, depuis le protocole de Kyoto, et on est toujours dans les intentions, on est toujours dans les déclarations, et ça risque de décrédibiliser en quelque sorte gérer les engagements, ça risque de décrédibiliser même cette nouvelle religion, si j'ose dire, qui unit en quelque sorte la communauté internationale en termes d'efforts par rapport au climat, et même aujourd'hui l'objectif de 2 degrés Celsius qui était tracé, qui était escompté, on est quand même très loin par rapport à ça, donc il va falloir revoir nos objectifs, revoir nos approches et nos manières pour pouvoir mettre en place sur la table des choses qui sont plus négociables, qui ont toutes les chances d'aboutir pour ne pas rester dans les rêves et rester dans les déclarations et dans les intentions. Alors justement, il y a cette COP27 maintenant qui va être organisée en Égypte en 2022. En tout cas, elle est programmée fin 2022 en Égypte. Est-ce que vous pensez, Saïd Chakri, que le choix d'un pays africain pourrait être ou devrait être de bon augure pour justement s'attaquer aux problématiques du climat dans ce même continent africain? Oui, mais ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Parce que la COP doit tourner dans 5 régions du monde. Et l'Afrique, si vous faites un peu le calcul, vous voyez qu'à chaque 5 ans, l'Afrique abrite, si vous voulez, cette COP. Et je reviens à une chose très importante. C'est vrai que la présidence de la COP a un rôle très important. Et surtout, si vous avez vu la présidence au niveau de la France, et je me rappelle bien le côté un peu si vous voulez, de diplomatie climatique qui a joué la France pour avoir l'accord de Paris. Je pense que la présidence britannique a fait un grand effort, au moins, pour sauver l'accord de Paris. Je vous ai dit que
avec tel système de négociation, avec tel mécanisme unusien, donc on ne peut pas s'attendre à développer beaucoup de choses. Surtout, on est dans une atmosphère aussi qui a aggravé les choses, c'est la crise du Covid-19. Parce que, croyez-moi, maintenant, avec tout ce qui est science, avec les rapports, et surtout le 6e rapport, le premier groupe de 6e rapport de GIEC, il a bien ciblé la chose, il a bien dit que pour arriver vraiment à 2 degrés Celsius, il faut aller d'une façon progressive. 2030, au moins arriver à réduire 45% du dioxyde de carbone, aller vers la neutralité 2050 et puis aller vers un peu 2 degrés vers 2100, quitte à poursuivre les efforts pour réduire jusqu'à 1,5. Voilà un peu, si vous voulez, c'est le tableau de bord des négociations. Mais sachez qu'il y a vraiment des finalités différentes des pays. Sachez aussi qu'il y a si vous voulez, des contraintes majeures pour certains pays. On ne peut pas sortir de certains systèmes de développement actuels rapidement. Et on passe rapidement à un autre système de développement. Il faut un peu du temps. C'est pourquoi je dis que malgré qu'il y a beaucoup d'échecs dans cette COP26, il y a quand même des points très, très, très positifs. Notamment, par exemple, si on regarde le début de ces négociations, il y avait des très bonnes initiatives. Par exemple, méthane 30-30, c'est-à-dire un peu arriver à réduire le méthane 30% vers 2030, c'est une très bonne initiative. Prendre soin de la sauvegarde de la forêt, c'est une très bonne initiative. Mais aller vers, si vous voulez, une transition brusque de tout ce qu'on est dans la transition énergétique ou transition écologique ou transition de développement, je pense que la logique nécessite quand même qu'il y a une volonté politique d'abord. Et si vous rappelez le discours de Sa Majesté, il a incité les pays, surtout la communauté internationale, à avoir cette volonté politique. Je pense que ce qui manque actuellement, c'est cette volonté politique, mais techniquement, comment arriver vraiment à aller vers 1 degré Celsius, 1,5 à 2 degrés Celsius, vers si vous voulez, de 2100, c'est très difficile parce qu'actuellement, on est vers 1,1 degré Celsius. Chose qui rend un peu les choses difficiles. Revenons à votre question. Oui, l'Égypte, je vous ai dit, par la force des choses, l'Afrique doit abriter une COP toutes les 5 années. Mais je pense que l'expérience aussi égyptienne, et je connais bien certains, si vous voulez, l'équipe technique des Égyptiens, je connais bien les efforts qui ont été développés, ça pourra être au contraire une occasion pour l'Afrique, pour effectivement renforcer, si vous voulez, les efforts qui ont été développés pour l'Afrique, mais surtout la question qui a bloqué la COP26. Je pense qu'il y avait 2 choses qui ont bloqué la COP26. C'est d'abord la question de l'article 6, surtout ce mécanisme d'échange de carbone, et aussi c'est le financement. Mais si vous relisez un peu le pacte de Glasgow, moi j'étais satisfait au moins de la mesure de la structure de cette pacte, parce qu'il a mis en place, dans un premier temps, après le préambule, il a mis la science, l'importance de la science. Puis, il a passé directement à l'adaptation. Et l'adaptation, c'est la priorité pour les pays pauvres, les pays du Sud, les pays africains, c'est la priorité numéro 1. Mais il y a encore des engagements pour que ces 100 milliards, les fameux 100 milliards, qui ont été prévus en 2020, ils sont reportés en 2025, mais ça quand même, je dis que ça quand même, c'est quelque chose qui tient debout l'accord de Paris. Le problème, ça a été plus grave que ça. Ça a été malgré, si vous voulez, cette intervention de l'Inde et la Chine pour changer 2 mots, parce que le mot réduire, c'est pas le mot de sortir, c'est ça le terme. Et parfois dans les négociations, les termes ils sont très difficiles. Naturellement, normalement. Mais pourquoi ce mécanisme a été bloqué par les États-Unis et l'Union européenne? Je parle bien sûr du sujet très délicat du financement spécifique des pertes et préjudices. Hassan Chouata, pourquoi selon vous ce sont les États-Unis et l'Union européenne qui ont bloqué ou qui se sont interposés, entre guillemets, à l'adoption de ces financements internationaux auxquels ils se sont eux-mêmes engagés lors de la COP de Paris?
Non, écoutez, il faut être réaliste. C'est ce qu'on a toujours déclaré. Aujourd'hui, les États-Unis et l'Union européenne, ils voient d'abord leur intérêt sur le plan économique. Et personne aujourd'hui, surtout après la pandémie, n'est prêt ou disposé à sacrifier ou à faire des sacrifices au détriment de son économie. C'est vrai qu'il y avait le retour de... D'ailleurs, on l'a vu avec l'ex-président américain, donc il a carrément remis en cause l'engagement des États-Unis. Aujourd'hui, heureusement, donc on a le retour avec Biden, M. Biden et les États-Unis pour les négociations, donc c'est déjà un point très positif. Mais sur le plan financier, donc d'une manière générale, ce sont les États-Unis, le Canada et les pays de l'Union européenne, les 27, qui avaient fait des promesses, en plus de la Chine, pour pouvoir financer, gérer ou apporter financement et soutien aux pays en développement pour honorer leur engagement en termes de réduction des gaz à effet de serre. Maintenant, les 100 milliards, on a toujours dit, c'est pas suffisant. Il faut être réaliste. Seulement le Maroc, il a besoin de 30 pour pouvoir mettre en œuvre son NDC. Il a besoin de 38 milliards de dirhams. Le Maroc seul. Alors, en quoi peut être utilisé les 100 milliards pour pouvoir honorer les engagements de tous les pays en développement. Donc c'est minime, comme je dirais, par rapport aux attentes. Et c'est l'Union européenne plus les États-Unis qui devraient en principe mettre les mains dans la poche pour pouvoir apporter financement et appui aux pays pauvres. Et aujourd'hui, on vient de sortir d'une crise et je pense qu'on essaiera de retarder au maximum, pour que l'engagement, la prise de décision, pour que cet engagement, c'est-à-dire vis-à-vis des financements des 100 milliards, soit une réalité, sachant que les mécanismes ne sont pas toujours là, sachant que le quota n'est pas toujours là et sachant qu'on fait beaucoup plus d'efforts pour pouvoir, c'est-à-dire quand on analyse les différentes NDC, donc c'est beaucoup plus de l'atténuation que l'adaptation, alors qu'aujourd'hui les pays notamment africains, ils ont besoin de financement beaucoup plus pour l'adaptation. Si je prends par exemple le Maroc, il a besoin des moyens financiers pour l'adaptation, notamment en termes pour des secteurs prioritaires comme l'eau, comme la forêt, comme l'agriculture. Et donc là, aujourd'hui, c'est normal, et on l'a dit, c'est pratiquement depuis l'accord de Paris, et donc les dernières COP 22, 23, 24, 25, et également 26, on est en train de tourner autour de rond, on est en train d'essayer de retarder, gérer la mise en application de l'accord de Paris, et on est en train de retarder, gérer la mise en place de l'engagement pour pouvoir honorer cet engagement des pays riches vis-à-vis des financements qui étaient promis en 2015-2016. Oui, alors il y a une grande oubliée de cette conférence, et je le disais tout à l'heure, c'est l'agriculture. Comment on peut parler, Saïd Chekri, comment on peut parler de résilience de système agricole alors qu'il y a des risques sur la sécurité alimentaire, notamment pour les pays du Sud, et cet envolé des prix des matières agricoles sur bien sûr les cours mondiaux. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un oubli de ne pas parler de cette ou en tout cas d'agriculture résiliente, ou c'est tout simplement, ça ne faisait pas partie des agendas des pays qui organisaient, par exemple? La question de l'agriculture, c'était toujours une problématique dans les négociations. Parce que l'agriculture, ils la confondent généralement, c'est parce que c'est un moyen de développement. Et pour s'adapter, pour un développement, et non pas à cause des conditions climatiques. Donc c'est ça un peu la problématique de l'agriculture. Mais malgré ça, on a constaté dernièrement, surtout lors de la COP 25, le COP 24, que ce sujet commence à être mis sur la table. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, la COP 22 au Maroc, avec, si vous voulez, cette initiative 3A, Agriculture, Adaptation, Afrique, c'était vraiment le départ vraiment de la mise en place de l'agriculture dans les négociations et dans les discussions. Mais malgré tout ça, je pense que surtout les pays vulnérables, les pays les moins, si vous voulez, moins avancés, les pays pauvres, ont toujours milité pour la question de l'agriculture, soit si vous voulez, sur ces négociations, parce qu'on sentait que effectivement la résilience pour le climat, la résilience pour l'agriculture, c'est un moyen très important pour, si vous voulez, sauver
l'humanité et surtout, vous avez parlé de la sécurité alimentaire et surtout si on prend l'Afrique, la majorité des pays africains se basent sur leur développement, sur l'agriculture. Et avec les conditions climatiques, bien sûr, cette agriculture commence à donner de moins en moins ces dernières années. Donc je pense que la question de la résilience et l'adaptation aussi, parce qu'on parle de l'adaptation. Lorsqu'on parle de l'agriculture, on parle de l'eau. Donc, lorsqu'on parle de l'agriculture, on parle aussi de certaines variétés de l'agriculture pour effectivement sauver l'humanité de cette souffrance, surtout la famine. Et je pense qu'en Afrique, il y a un grand problème si vous voulez, la sécurité alimentaire. Et la question d'intégrer l'adaptation dans l'agriculture, c'est une très bonne chose. Mais malgré tout ça, peut-être moi, je pense que l'agenda de la COP26 était trop chargé. Trop chargé car il y avait plusieurs, si vous voulez, priorités, notamment la question de finances, notamment la question si vous voulez, de cette question de l'article 6 qui est resté toujours bloqué. Et ils l'ont reporté, plusieurs points ont été reportés en 2022 lors de la COP 27 en Égypte. Donc je pense que malgré tout ça, l'agriculture reste un sujet très important et je pense que l'initiative du Maroc doit être mise en valeur et doit être mise en place. Moi, j'ai rencontré pas mal de personnes africaines. Ils m'ont effectivement questionné sur le devenir de cette initiative. Je pense, à mon avis, que la COP22, il y avait énormément d'initiatives. La place du Maroc au niveau de la COP22 était vraiment une grande place au niveau Afrique et au niveau du monde. Malheureusement, c'est qu'après la COP22, plusieurs choses commencent à s'oublier. Et on a aimé que cette COP22 soit annuelle, que soit, si vous voulez, on garde un peu cet enthousiasme, mais malheureusement, on sent qu'après la COP22, plusieurs choses commencent à se relâcher. Oui, alors, vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'initiative du Maroc. Il y a d'autres initiatives du Maroc, notamment en termes d'énergie renouvelable. Hassan Chouaouta, en tant que président de l'Association marocaine des experts en gestion de déchets, surtout en environnement. Sous l'angle économique, si on prend la baisse des coûts des énergies renouvelables, leur stockage de l'électricité et la gestion intelligente des réseaux, comment le Maroc se positionne-t-il dans ce triptyque notamment, et on va le rappeler, le Maroc fait partie des 10 pays les plus performants en termes d'indice de performance du changement climatique. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, comment le Maroc se positionne-t-il sur cette question du triptyque coût, stockage et gestion des réseaux? Effectivement, donc vous avez bien fait de le rappeler, comme quoi le Maroc, a été, sur le plan performance climatique, il a été placé 8e, puisque les 3 premières places n'ont pas été attribuées. Oui. Nous n'avons pas de pays qui sont exemplaires en quelque sorte, sur tous les plans. Parce que là, je rappelle que pour le classement, l'index performance climatique, il y a 14 critères, mais qui sont structurés en 4 blocs. Le premier bloc, c'est les émissions par habitant. Donc aujourd'hui, le Maroc, pratiquement, si on divise les émissions globales par rapport au nombre d'habitants, on est autour de 3 tonnes par habitant, ce qui est déjà peu par rapport à d'autres pays qui produisent beaucoup plus, notamment les pays industrialisés. Le deuxième, c'est effectivement l'effort pour tout ce qui est énergie renouvelable. Le Maroc, il a une stratégie et un objectif très ambitieux comparé à beaucoup de pays même développés en termes d'énergie renouvelable, donc 52% à l'horizon de 2030, dont 20% solaire, 20% éolien et 12% pour tout ce qui est hydroélectrique. Aujourd'hui, le Maroc, donc, il fait des avancées sûres, de pas sûrs en termes de développement de l'énergie. Il y a également de la recherche et innovation pour le stockage. Il y a également des investissements qui sont colossaux en termes, je dirais, d'implantation de projets, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans l'éolien. Donc sur ce niveau, donc on est pratiquement performant. Maintenant, le troisième bloc, c'est tout ce qui est efficacité énergétique. Et le Maroc, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie. Donc le Maroc, il a également dans ce sens une bonne stratégie en termes d'efficacité énergétique. Donc c'est 20% à l'horizon 2030, ce qui est quand même ambitieux.
Et le quatrième, c'est par rapport à la politique d'une manière générale. Et quand on parle de la politique climatique, c'est au niveau de planification d'une manière générale, au niveau des objectifs qui sont tracés, au niveau également des engagements du Royaume vis-à-vis au niveau de l'Afrique, au niveau des initiatives, notamment les 3A en termes d'agriculture, adaptation au niveau de l'Afrique. Il y a également les différentes NAMA, c'est-à-dire les mesures appropriées de réduction des gaz à effet de serre dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'habitat, dans le secteur des déchets, dans le secteur également, je dirais, de transport logistique. Mais le problème qui va se poser par la suite, c'est qu'aujourd'hui, on est bien placé, on a un placement dans les top 5, mais dans 3 ou 4 années, donc si on fait encore le bilan, on va se trouver avec des ambitions, des objectifs qui traitent des ambitieux, mais sur le plan réalisation, à part l'énergie renouvelable, à part l'efficacité énergétique, peut-être qu'on restera un petit peu loin par rapport aux autres objectifs dans les autres secteurs, faute de financement. Parce que rappelez-vous que le Maroc s'est engagé à réduire de 45% ses émissions à l'horizon de 2030. Il y a pratiquement 18% de conditions non conditionnelles, c'est-à-dire que ça va être fait avec des fonds propres de l'État sans recours au financement. Mais il y a également le conditionnel. Le conditionnel, c'est 25%. Et les 25%, si malheureusement, il n'y a pas de financement, je dirais, pour pouvoir financer ces projets, donc on ne sera pas en mesure de les réaliser. Et donc là, le Maroc ne peut pas atteindre ses engagements s'il n'y a pas de financement extérieur. Et donc là, ça envoie à la question des ambitions, pas seulement pour le Maroc, mais pour tous les pays qui se sont engagés à réduire de X en termes de pourcentage, réduction d'objectifs, de réduire de tels objectifs par rapport à gérer en 2030. Et donc là, aujourd'hui, le Maroc, s'il est bien placé pour pouvoir donner de l'exemplarité en termes d'énergie renouvelable, peut-être qu'on n'est pas sur d'autres secteurs, et peut-être qu'il va falloir revoir pour le prochain NDC, revoir les ambitions pour être plus réaliste en termes d'objectifs et en termes, notamment dans les secteurs productifs. Et je mets bien en avant le secteur de transport logistique, le secteur déchets, parce que pour pouvoir, par exemple, atteindre les objectifs, il va falloir valoriser minimum 50% à 60%. Et peut-être qu'on est loin quand même par rapport à cet objectif, parce qu'aujourd'hui, on est à 8 à 10% maximum. Donc, moi je pense que sur le plan énergie, c'est le seul segment, et je le dis en toute sincérité, en toute connaissance de cause, peut-être que c'est le seul segment, là, on pourra faire des avancées grâce notamment au suivi, aux orientations de Sa Majesté, mais surtout le suivi régulier de Sa Majesté par rapport à ce secteur. Et je pense qu'il y a plus d'efforts à faire dans les autres secteurs pour pouvoir honorer les engagements des royaumes. Très bien. Saïd Chekri, peut-être un commentaire sur cette position de Hassan Chouata. Je vous vois sourire sur ce que vient de développer à juste titre, et notamment ce qui concerne les énergies. Il y a aussi d'ailleurs dans cette accélération dans les engagements du Maroc cette loi sur l'autoproduction d'électricité qui devrait aussi aider à développer de nouvelles sources d'électricité, notamment vertes. Mais peut-être que vous avez un commentaire à faire, et puis je vous interpellerai aussi sur pourquoi c'est si important au vu du contexte actuel en termes d'énergie de développer l'autoproduction au Maroc. Mais d'abord, peut-être un commentaire sur ce que vient de développer Hassan Chouata. Oui, je suis tout d'accord. Je suis tout à fait d'accord, parce que la question de l'énergie, même lorsqu'on fait l'inventaire des gaz à effet de serre, on cherche l'énergie dans tous les secteurs. Le secteur de l'agriculture, le secteur des bâtiments, le secteur, si vous voulez, de l'industrie. C'est vrai qu'actuellement, le Maroc, il se positionne comme un pays où il a fait un choix si vous voulez, d'avoir une énergie sobre, mais c'est un très bon choix. Et il a fait aussi de ces contraintes climatique des opportunités, parce que aller vers les énergies renouvelables, c'est une très bonne, si vous voulez, stratégie pour effectivement contourner si vous voulez, ce problème des énergies fossiles. Et si vous regardez actuellement le monde, il s'oriente vers tout ce qui est énergie propre. Et si vous regardez même les pays, et une des clauses de Glasgow, c'était effectivement d'arrêter un peu le financement sur tous les projets, notamment d'énergie, qui sont
basé sur des énergies fossiles. Donc, si vous voulez, c'est un très bon choix du Maroc. Peut-être ce sera l'occasion aussi d'en profiter. Et vous avez bien mentionné la question de la loi 82-21, ou si vous voulez, le projet de loi qui va effectivement encourager tout ce qui est autoproduction, tout ce qu'on a dit. Donc, peut-être on arrivera un jour à aussi une autoproduction citoyenne. C'est ça, si vous voulez, ce qu'on cherche. Maintenant, peut-être qu'il faut faire de cette énergie, si vous voulez, au niveau du Maroc, un moyen de développement et développement propre, parce qu'avec l'accord de Paris, maintenant la stratégie mondiale, il est bien tracée. Seulement les pays qui s'engagent dans ce genre de développement qui peuvent avoir futur financement international. Merci beaucoup, Saïd Chakri, expert en environnement, et Hassan Chouaouta, président de l'Association marocaine des experts en gestion de déchets et en environnement. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Est-ce que vous permettez juste... Naturellement, allez-y, Hassan Chouaouta, je vous en prie. Allô? Ah oui. Si vous permettez, juste, puisque là on parle du classement, je pense qu'aujourd'hui, si on est classé dans les top 5, c'est également une occasion pour nous, pour le Royaume, de saisir ce classement et d'exploiter cette opportunité pour pouvoir essayer de vendre mieux les projets et essayer également de profiter, parce que si on est classé 5e, c'est grâce à l'énergie renouvelable, donc il va falloir profiter pour pouvoir avoir l'expertise nationale en la matière au niveau notamment africain, en termes également de politique et de stratégie, donc il va falloir également essayer de vendre l'expertise nationale en la matière au niveau de l'Afrique, et il va falloir essayer d'utiliser tous les réseaux pour pouvoir essayer de rester dans les top 5, parce que le Maroc, s'il arrive à mettre en place ces projets, donc ça sera une exemplarité à donner au niveau international en matière d'engagement de haut niveau sur le plan climat. Et donc là, je pense qu'il va falloir utiliser cette carte sur le plan communicationnel, sachant que le Maroc est le seul pays qui est placé dans les top 20. Et sachant que le deuxième pays qui vient pas dans le classement des 60, c'est l'Égypte qui est classé 22. L'Algérie c'est 43 et l'Arabie Saoudite c'est 60. Donc il va falloir qu'on essaie de communiquer bien autour de ce classement pour pouvoir essayer de tirer profit de, financements qui sont mis disponibles au niveau international. Absolument. Merci pour cette précision, Hassan Chouaouta. Encore une fois, merci à Saïd Chakri d'avoir été avec nous ce soir. Merci, messieurs. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.